Notre pays observe depuis ce matin deuil national de 3 jours suite à l'attentat perpétré au Radisson Blu de Bamako. Les messages de condoléances et de soutien de chefs d'État et de gouvernement continuent d'affluer. En ce jour, le président béninois Yayi Boni et le premier ministre burkinabé Yacouba Isaac Zida étaient à Bamako pour exprimer leur compassion au peuple malien. Inauguration du centre manuel de Bamako, cours assise à l'école Mamadou Konaté, fruit d'un partenariat ONG Agir, ministère de la formation professionnelle, coût de rénovation, plus de 15 millions de francs CFA. Et c'est la première dame, Keita Aminata Maïga, présidente de l'ONG Agir, qui a présidé la cérémonie. Un invité sur ce plateau, il s'agit du procureur du pôle judiciaire spécialisé. Il est en charge de l'enquête sur l'attentat du 20 novembre au Radisson Blu de Bamako. L'entretien avec Boubacar Sidiki Samaké au cours de ce journal pour vous faire le point de ce qui a été fait. Nous sommes lundi 23 novembre. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Monsieur le procureur, bonsoir. Bonsoir. À tout à l'heure. Notre pays observe depuis ce matin un deuil national de 3 jours suite à l'attentat perpétré au Radisson Blu de Bamako. Un attentat qui a provoqué une vague d'émotions au sein de la communauté mondiale, particulièrement sur le continent. Après le président sénégalais, c'est celui du Bénin qui a été accueilli ce matin par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le président béninois Yayi Boni est venu transmettre les condoléances et la sympathie du peuple béninois et de l'UEMOA. Al-Hussein Touré a suivi l'itinéraire de cette visite. Son reportage. Il était midi, heure de Bamako, quand l'avion du président béninois Thomas Yayi Boni s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport de Bamako-Sénou. Au bas de la passerelle pour l'accueillir, son homologue Ibrahim Boubacar Keïta. Puis se fit l'exécution des hymnes nationaux. Les deux chefs d'État salueront les membres des corps constitués avant de se retrouver dans le salon présidentiel. Après quelques minutes d'entretien, les deux présidents se sont prêtés aux questions des journalistes. Le monde entier a vécu ce drame qui a frappé le Mali à la suite de cette attaque barbare, sauvage de ces terroristes. Vous comprenez très bien que l'explication que nous faisons de cela, pour nous, ce n'est pas le Mali seul qui est attaqué. C'est le monde entier, c'est l'humanité. Cher peuple malien, vous n'êtes pas seul. Je suis venu vous le dire. En qualité d'abord du président du Bénin, au nom du peuple béninois, mes chers frères, le peuple béninois est avec vous. Au nom, je le dis, de mes chers collègues de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en ma qualité de président en exercice des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Vous savez de quoi il s'agit, c'est cette sous-région qui a fait ses preuves du point de vue de sa capacité à nous regrouper en matière d'intégration économique et monétaire. Oui, le Mali est un pays membre, et non des moindres, qui a été attaqué. C'est lui et moi qui a été attaqué. C'est la sous-région qui a été attaquée. C'est le continent africain qui a été attaqué. C'est le monde entier qui a été attaqué. Le peuple béninois et les pays de la sous-région, de l'UEMOA et de la CEDEAO,
associent leur voix à la condamnation de cet attentat odieux. La province a écouté ce matin mon frère le président Boni incarnant ainsi toute la sollicitude, toute la solidarité du peuple béninois, on peut le faire dans cette préoccupation est assez éloquente, cette présence en soi, pour que je réponde à une telle élection. Je pense que ce qui s'est passé au Mali le vendredi 20 novembre est de ces événements qui sont fondateurs d'un nouveau départ pour le monde entier, quelque part. Après Paris, après l'année de nostalgie, le monde a basculé dans la perte de valeurs et de repères. On ne sait plus à qui on a affaire. Et surtout qu'on ne vient pas nous parler de religion et d'islam. Ce pays n'est pas un pays islamisé. Il est islamisé depuis le XIe siècle. Comme tout Dieu n'a rien à apprendre de quelqu'un qui arrive dehors pour essayer de leur faire de dire un nouveau là. Et ils le savent déjà. Je pense que nous sommes aujourd'hui obligés de faire un constat de vivre avec des monstres au sein de nos sociétés. Pourquoi nous ne cessons jamais d'incliner la population dans tout le pays à la vigilance. À une vigilance de tous les instants. Chacun de nous est quelque part fragile. Et nous sommes volontiers hospitaliers, nous Africains. Mais de plus en plus qu'on fasse attention. Qu'on sache qui accueillir ce soir, dans quelles conditions, et avec un minimum de précaution pour savoir qu'est-ce qui est rencontré, quelle est la volonté de celui que nous accueillons, et quels sont ses projets éventuellement. Tout ce qui s'est passé donne des leçons, beaucoup de leçons. Pour l'heure qu'il me suffise de remercier chaleureusement mon frère Boliaï, dont le geste ne me surprend pas du tout. Il l'a dit. Et quelque part, il est concerné. L'hôtel dont il s'agit, il a un repère. Il l'a financé quand il était à la BOAD. Donc le Radisson Blu Banco est quelque part son enfant. Et je comprends son émotion particulière par rapport à cela. Et cet établissement de good standing qu'on a voulu éliminer en ministère de l'effroi et l'horreur, parce que l'objectif de ceux-là qui sont venus au-dedans était de massacrer autant qu'il n'aurait pu. Le bilan est lourd, mais il aurait pu être encore plus lourd. Enfin, tant ils étaient déterminés à tuer tout ce qu'ils voulaient. Il suffisait simplement d'être là. Cela était un crime en soi. Et c'est tout ce que ces victimes ont commis comme crime d'être là, devant sur la route de Frédéric. Et nous sommes vraiment très émus par la vie de notre frère Boliaï. Et nous rencontrons souvent, mais cette rencontre aussi est chargée, très très chargée. Et là, je parle au nom de tout l'ensemble du Mali. Merci mon frère. C'est ça la fraternité, celle qui doit être mise entre nous et qui l'a toujours été. La deuxième étape de la visite du président béninois a été sans conteste celle de l'hôtel Radisson, lieu de la sinistre besogne des terroristes. Le président Boniaï, qui découvre ces lieux pour la première fois, n'a pas manqué d'exprimer tout son rejet de cette funeste entreprise. Cette visite a aussi été le lieu pour le président béninois d'animer un point de presse avec son homologue Ibrahim Boubacar Keïta. Thomas Yayi Boni a souligné que le Mali ne sera pas seul dans cette lutte contre le terrorisme. Amadou Sankaré nous en parle. Malgré ces soubresauts, le Mali restera un et indivisible. Voilà les premiers mots du président Thomas Yayi Boni lors de ce point de presse. Il faut absolument, où que nous soyons, nous défendrons la démocratie et l'intégrité territoriale du Mali. Ce n'est pas négociable. Et nos rencontres internationales sont telles que pour nous autres, nous allons y arriver. C'est pourquoi nous soutenons le président dans ses efforts, le peuple malien. Et je veux dire, la classe politique, c'est une question
la question de la sécurité de nos peuples nécessite une union sacrée de tout le monde, toute la classe politique, autour de ce qui vient de se passer à Bamako. Ceci est important, ce qui a d'ailleurs suscité le concert de condamnation. Aujourd'hui, compte tenu de l'ampleur du phénomène du terrorisme, le président béninois propose une véritable mutualisation des efforts. Nos États doivent s'organiser. Notre sous-région, dans un cadre sous-régional, il y a absolument des programmes, des projets et des réformes dans ce sens. Pour que nous mutualisions nos forces, nos moyens, au niveau national d'abord, sous-régional, continental et mondial. Et ceci est fondamental pour nous, la question de l'information, la question du renforcement des capacités en matière de renseignement, etc. La gestion de nos frontières. Pour le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, depuis la survenue de l'attentat du Radisson Blu, tout est mis en œuvre pour retrouver les coupables. Et sur le sujet, les lignes bougent. Les enquêtes avancent avec un rythme appréciable, en raison du professionnalisme dont nos éléments ont fait preuve et dont ils continuent de faire preuve dans l'analyse des éléments, dans l'examen des éléments. Notre police scientifique, dès la survenue de l'événement, est à pied d'œuvre sur la scène de crime. De tout ça, nous tirons des enseignements qui seront fort utiles pour que nous puissions convenir de ce qu'il faudra pour l'avenir, de manière complémentaire, pour sécuriser davantage nos populations. Vous savez que depuis Sévaré, en réalité, ils n'ont pas dormi, en fait. Ensuite, la terrasse. Cela, je crois, de manière objective, est convenu par tous aujourd'hui. Ce qui s'est passé en hôtel Radisson n'était pas un hasard. Il y avait des éléments d'un professionnalisme avéré, et cela nous le devons à tous ceux qui nous ont aidés et tous les partenariats bilatéraux et multilatéraux. L'une des premières leçons, c'est la vigilance, dont chacune et chacun au quotidien devra dorénavant faire preuve. Je veux simplement savoir à mon frère Boni Ahi toute la gratitude du peuple malien, en toutes ses composantes, pour l'acte qu'il vient de poser, qui est frappé du sceau de la fraternité, la vraie, la plus féconde entre deux peuples. Auparavant, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait offert un déjeuner à son homologue béninois, un déjeuner élargi aux deux délégations. Toujours avec le président de la République du Bénin, Yayi Boni a quitté Bamako cet après-midi. Il a été salué à son départ par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, que vous voyez sur ces images. Le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement, le président des institutions de la République, les corps diplomatiques et plusieurs autres personnalités. C'était à l'aéroport international de Bamako-Sénou cet après-midi. Voilà. Le président béninois qui quittait Bamako cet après-midi. Et nous avons cette autre arrivée ce matin à Bamako, celle du Premier ministre burkinabé Yacouba Isaac Zida est également venu à Bamako pour exprimer la compassion du peuple burkinabé aux frères et amis maliens suite à l'attentat terroriste du 20 novembre dernier. Le Premier ministre burkinabé Yacouba Zida a été reçu en audience par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Il était porteur des messages du président burkinabé Michel Kafando à son homologue malien. Khadija Toukouné, compte rendu. Au premier jour du deuil national décrété au Mali suite à l'attentat terroriste du 20 novembre, le Premier ministre burkinabé Yacouba Isaac Zida est venu au Mali pour marquer la solidarité de son pays et présenter ses condoléances aux autorités maliennes. Habillé en tenue traditionnelle du pays des hommes intègres, le Premier ministre Zida a été accueilli par son homologue malien.
Après tous les honneurs, il a été ensuite reçu en audience par le président Ibrahim Boubacar Keïta. M. Zida était porteur de message du président burkinabé Michel Kafando à son frère malien, le chef de l'État. J'ai porté un message de son Excellence, le président du Faso Michel Kafando, à son frère, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, pour lui traduire justement ce sentiment de profonde tristesse et de compassion du peuple burkinabé tout entier à l'endroit donc du peuple frère et ami du Mali. Pour le Premier ministre burkinabé, il faut une synergie des efforts pour faire face au terrorisme qui touche presque le monde entier. Au niveau régional, dans le cas donc du G5, il a été décidé donc lors du tout dernier sommet le 19 et 20 de mettre en place une force de défense régionale pour donc adresser la question du terrorisme. Et je pouvais être sûr que cette force de défense qui sera mise en place sera dotée d'un moyen humain et matériel nécessaire pour que justement la lutte porte des fruits le plus tôt possible. Après son audience avec le président de la République, le Premier ministre burkinabé a été réaccompagné à l'aéroport Bamako-Sénou par le chef de gouvernement Modibo Keïta. Avant son arrivée à Bamako, le chef du gouvernement burkinabé s'était rendu à l'ambassade du Mali au Burkina Faso. Yacouba Isaac Zida a laissé un message dans le livre de condoléances. Le commentaire de Mohamed Ould Mamouni. Le Premier ministre burkinabé à l'ambassade du Mali pour témoigner du soutien de son pays au peuple malien dans l'attaque de vendredi dernier. Il était accompagné de 2 ministres, notamment celui des Affaires étrangères et de la coopération régionale et le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Dans le livre de condoléances ouvert pour la circonstance, Yacouba Zida y a écrit un message de compassion et de condoléances. La prise d'otage à l'hôtel Radisson Blu de Bamako, c'est tout à fait indiqué à l'issue de cela que nous puissions venir témoigner la compassion du gouvernement et du peuple burkinabé à son Excellence Monsieur l'ambassadeur, à son personnel et à travers eux au peuple malien et tout entier. Il a dit que nous éprouvons la même douleur, nous souffrons avec eux à travers ces événements-là. La présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ne nous a pas surpris. Au-delà des relations diplomatiques, nous savons que le Mali et le Burkina sont des pays frères, liés par l'histoire, la géographie et liés par le sang. C'est un geste fort. Sa présence nous a beaucoup émus, nous a beaucoup réconfortés. Ce geste du Premier ministre burkinabé témoigne des bonnes relations de fraternité entre nos deux pays. Il démontre aussi que la lutte contre le terrorisme est aussi une lutte commune. Autre visiteur de marque toujours du pays des hommes intègres ici à Bamako suite au drame du Radisson Blu. Il s'agit du président du Conseil national de la transition du Faso, Moumina Cherifsi, lance un appel aux pays de la région de travailler ensemble pour combattre le terrorisme. Le reportage de Moussa Fani. Ils ont voulu nous faire peur pour nous dévier du chemin de la lutte contre le terrorisme, mais nous ne céderons pas. Voilà en substance le message du président du Conseil national de la transition au Burkina Faso, Moumina Cherifsi. Il a dévoilé le contenu de ce message au cours d'une rencontre avec ses homologues députés du Mali. Malgré cette adversité-là, malgré cette sauvagerie, le Mali restera debout. Et les élus, les représentants du peuple seront à l'avant-garde pour que le Mali reste tel. Parce que le Mali, ce n'est pas les indépendances formelles qui ont créé le Mali. Le Mali existe depuis la nuit des temps et dans son histoire, en tout cas, nous n'avons jamais appris que le Mandé s'est couché. Ce n'est pas aujourd'hui que cela commencera. On a voulu nous faire peur, nous ne céderons pas à cette peur. Donc, il était normal que nous soyons à vos côtés pour qu'ensemble, nous relevions ce défi-là. Le président de l'organe législatif de la transition du Burkina Faso est venu présenter les condoléances aux autorités maliennes suite aux événements survenus à l'hôtel Radisson Blu à Bamako.
La barbarie qu'a connue le Mali ces jours-ci nous interpellait fortement, très fortement, parce que nous sommes un même peuple. Nous sommes un même peuple et nous partageons les mêmes valeurs. Donc, ce qui touche le Mali nous touche forcément. Donc, il était de notre devoir, sinon une obligation, d'être là pour témoigner toute notre compassion, toutes nos condoléances et surtout être aux côtés du président et de nos homologues. La visite du président ici à Bamako, quelques jours seulement après l'horrible attentat terroriste perpétré à l'hôtel Radisson, participe de son soutien à notre pays dans cette douloureuse épreuve. Nos deux pays ont des liens séculaires de fraternité et d'amitié. Il s'agit en réalité des mêmes peuples. Nous avons le même destin. Nous sommes confrontés aux mêmes problèmes. Nous n'avons d'autre choix que d'unir nos efforts. Auparavant, les parlementaires avaient observé une minute de silence à la mémoire des disparus suite aux attentats survenus à l'hôtel Radisson de Bamako. Et nous arrivons à notre invité de ce journal pour plus d'éclairage sur l'enquête en cours suite à l'attentat du Radisson. Boubacar Sidiki Samaké est le procureur du pôle judiciaire spécialisé. Monsieur Samaké, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là sur ce plateau. 72 heures après l'attaque, où en êtes-vous avec l'enquête, monsieur Samaké? L'enquête continue, et même ce soir, je viens d'une réunion d'un pôle d'enquêteurs sur les faits qui se sont produits à l'hôtel Radisson le 20 novembre, où on a vu deux individus qui ont attendu un certain temps du côté ouest de l'hôtel Radisson avant d'ouvrir leur valise, sortir des pistolets mitrailleurs que l'on appelle des AK-47 et subitement se sont mis à tirer sur les vigiles d'abord avant de pénétrer dans l'hôtel et tirer sur tout ce qui bougeait. Ces faits ont entraîné non seulement des dégâts matériels au sein de l'établissement, mais aussi aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu 22 morts, y compris les deux assaillants, et 9 blessés. Donc, cette enquête, comme je le disais, continue et la police technique et scientifique est à pied d'œuvre pour nous apporter beaucoup d'éléments. Elle est toujours sur place là-bas? Elle est toujours sur place, nous n'avons pas encore libéré les lieux et nous bénéficions de l'assistance internationale pour la conduite de ces investigations. Donc vous voulez dire que vous collaborez avec la France, la MINUSMA, les États-Unis. Quel genre d'assistance ces organisations vous apportent? En plus, on peut ajouter aujourd'hui la participation du Canada et la participation de la Belgique. Il s'agit essentiellement d'un appui technique et également de partage d'informations. Donc, qui nous permettent de faire des recoupements, de voir comment ces faits ont pu se produire et de rechercher d'éventuels complices ou même les auteurs. Monsieur le procureur, vous venez de le dire, il y a eu 22 morts, dont 2 terroristes. Est-ce que toujours c'est le même chiffre par rapport aux terroristes? Il y avait plus que ça ou pas? Parce que selon des sources, selon beaucoup de témoins, ils disent qu'il y avait plus de 3 personnes qui tiraient. Tous les témoignages concordent pour dire qu'il y avait 2 individus, pas plus, qui ont... Vous êtes catégorique? Je suis catégorique là-dessus. Justement, on diffuse depuis hier les photos de ces 2 terroristes tués. Un appel à témoins est lancé. Est-ce que vous avez des informations complémentaires? Des informations complémentaires par rapport à l'appel à témoins? Oui. Donc il faut comprendre d'abord que, en tout cas, la manière dont nous comprenons ça, c'est qu'un témoin est une personne à qui on demande de rapporter ce qu'il a vu ou entendu sur des faits ou sur quelque chose sur lequel son témoignage est demandé. Donc, en publiant les photos de ces 2 terroristes, que nous voyons actuellement sur les écrans, oui. On demande aux citoyens de dire
ou même de dénoncer aux autorités compétentes ce qu'ils savent concernant ces deux individus. Est-ce qu'ils les ont côtoyés? Est-ce qu'ils les ont vus? Est-ce qu'ils les ont vus habiter quelque part? Ainsi de suite. Donc nous avons besoin de tous ces éléments pour avoir plus d'éléments et d'éclairage sur les faits. Monsieur le procureur, il y a deux organisations terroristes qui ont revendiqué l'attentat, El Mourabitoun et le mouvement de Amadou Koufa. Selon vous, quelle est la piste la plus plausible aujourd'hui? Nous n'écartons aucune piste. Mais nous visons des faits. Nous visons des individus qui ont commis ces faits. Donc c'est ce sur quoi l'enquête porte. Et je pense que les investigations qui sont en cours nous permettront certainement d'avoir des résultats. Et pensez-vous que l'enquête va durer jusqu'à combien de temps? Je ne pourrais pas vous donner d'indications précises là-dessus, mais nous travaillons avec beaucoup d'énergie. Nous travaillons avec beaucoup de compétences, n'est-ce pas, qui sont réunies au sein de notre pool d'enquêteurs. C'est pour cette raison que je dis qu'à terme, nous aurons des résultats. Et monsieur le procureur, vous avez un dernier appel pour la population? Cet appel, c'est un appel à la vigilance. Et ensuite, il faut que nous comprenions aujourd'hui que chaque citoyen doit se considérer comme, j'allais dire, un agent de la force publique et de rapporter ou de dénoncer aux autorités tous les faits susceptibles de créer, non seulement adhérer les forces spéciales d'une manière générale, mais aujourd'hui on est dans un contexte où le défi sécuritaire est très élevé. C'est pour cette raison que je voudrais que chaque citoyen nous rapporte, en tout cas tous ceux qui ont été par exemple en contact avec ces deux individus ou qui connaissent quelque chose concernant ces deux individus puissent, n'est-ce pas, les rapporter aux autorités compétentes. Mais ces personnes n'encourent rien, ils ne vont pas aller en prison parce qu'il faut qu'on précise quand même l'appel à témoins. Non, ils n'encourent rien, ils ne vont pas partir en prison, au contraire. Au contraire, ils seront remerciés et même félicités. Oui. Merci, monsieur le procureur Boubacar Sidiki Samaké, qui était notre invité de ce journal. Monsieur le procureur, merci. Et la suite de ce journal. Nous allons à présent jeter un coup d'œil à la presse écrite qui a largement relayé et commenté la prise d'otage foirée mais ensanglantée du vendredi dernier à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Un vendredi noir qui peut en appeler d'autres selon Souri Ibrahim Keïta. Les attentats de Paris et de Bamako s'y sont suivis et se sont ressemblés sur bien des points, empreintes terroristes et indignation unanime du monde. Nos confrères de la presse en parlent, suivons ensemble. Large écho de l'attentat prise d'otage du vendredi à Bamako dans les journaux de ce lundi. Les confrères proposent en différé en intégralité les séquences d'un scénario macabre de la plus longue journée de l'année à Bamako. Erreur, terreur et horreur annoncent la nouvelle patrie. Vendredi noir à Bamako, titre Les Échos et l'Aube. Chronique d'une journée de terreur, écrit l'indicateur du renouveau. Info Matin affiche le film de l'événement et 26 mars, celui de l'horreur. Une journée horrible, insistent les prétoires. Attaque du Radisson Blu, les faits, les chiffres et les réactions notent à la fois Info Matin. 21 victimes dont 13 étrangères relève 22 septembre. Au-delà des 2 assaillants tués, 3 suspects sont activement recherchés, nous révèle l'Indépendant. En attendant l'identification de ce qu'Info Matin appelle serpent à plusieurs têtes, les réactions ne se sont pas fait attendre. Le président de la République qui a interrompu son séjour tchadien en pleine crise n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Morceau choisi par les confrères, Ibeka salue la bravoure et le professionnalisme des forces spéciales, écrit l'Indépendant. Le terrorisme ne passera pas, retient Info Matin de l'adresse présidentielle ayant annoncé un état d'urgence de 10 jours.
et un deuil national de 3 jours qu'affiche 22 septembre. À la suite, Info Matin épingle une condamnation unanime nationale et l'Indépendant à l'échelle internationale. La preuve par Macky Sall hier et aujourd'hui, Yahya Boni à Bamako. Et les messages sans ambiguïté de tout cela dont la voix compte dans le monde. Mais voilà, l'Indépendant relaie une accusation. Les attentats de Paris à Bamako ne sont que la conséquence directe d'une politique alambiquée de certaines puissances. C'est parti pour une 3e guerre mondiale, martèle l'indicateur du renouveau. En tout cas, chacun doit désormais tenir pour dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il y a péril en la demeure, enchaîne le quotidien de Diamana Les Échos, qui propose que tous refusent que l'espérance de vie soit désormais 24 heures renouvelable. La com citoyenne annoncée dans l'essor sera-t-elle un début de solution? Ce qui est sûr, rien ne devra plus être comme avant. Et depuis ce lundi, vous le savez, notre pays observe un deuil national de 3 jours couplé à l'état d'urgence à Ségou. Même si les activités économiques se déroulent normalement, des mesures ont été prises pour faire face à la situation. Voyons comment l'état d'urgence est vécu dans la capitale des Balanzans avec Kandé Sila et Karamoro Traoré. Lundi, jour du marché hebdomadaire, le légendaire Ségou Téné. Le commerce se déroule normalement en ce premier jour de deuil national, couplé à l'état d'urgence décrété par le président de la République. Pas de panique donc, mais vigilance tout de même. À tous les niveaux, les mesures sécuritaires sont renforcées. On a mobilisé toute la police, toutes les forces. La preuve, vous verrez que tous les policiers de Ségou sont en tenue noire. On a renforcé la sécurité dans les unités. Vous remarquerez que nous avons déjà commencé à patrouiller depuis hier, toute la nuit et toute la journée. Tout ça pour prouver que même si on était déjà en train de patrouiller, on était déjà en train de surveiller la cité des Balanzans, cette fois-ci, il faut encore redoubler d'ardeur. Ce que je demande, c'est la prudence. Nous avons salué l'accord de paix, mais toujours l'insécurité persiste. Dans les écoles publiques et privées, les cours se déroulent normalement. Comme partout dans les services publics, le drapeau est en berne. Nous n'allons autoriser aucune manifestation festive pendant ces 10 jours en état d'urgence. Nous n'allons pas accepter de regroupement quelconque que ce soit dans la commune urbaine de Ségou. Que tout le monde soit vigilant et prête main forte à nos forces de sécurité. Et nous recevons dans le cadre de l'hospitalité légendaire de notre pays, des étrangers que nous entretenons, que nous hébergeons. Cela est très bien, c'est bien beau, mais l'appel que je lance dans ce cadre précis, c'est que les autres acceptent de déclarer tout fait suspect. Les mêmes mesures sont observées au niveau des médias, publics et privés. Plusieurs radios ont suspendu leur programme ordinaire avec un programme spécial dominé par la musique de Kora. On retrouvait Ibrahim Djombele pour la lecture des messages de condoléances et de soutien qui continuent de nous parvenir. Ibrahim Djombele, bonsoir. Bonsoir Nianyadou Traoré, mesdames et messieurs, bonsoir. Et maintenant donc, le chapitre des condoléances, nous commençons par le courrier présidentiel. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a adressé des messages au président russe Vladimir Poutine, dont le pays a perdu ses ressortissants dans l'attaque du Radisson Blu, au président Macky Sall du Sénégal, qui a perdu un ressortissant sénégalais, au président chinois Xi Jinping, avec 3 Russes qui ont perdu la vie, au président Barack Obama des États-Unis, une Américaine y a trouvé la mort, à Sa Majesté Philippe Roy des Belges, un Belge y a perdu également la vie, à Michael Jean donc, au secrétaire général de la francophonie, dont un collaborateur a été aussi tué dans l'attaque de Radisson Blu. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, leur a exprimé sa profonde compassion et ses condoléances les plus attristées. Alors, au 3e jour
cadre de l'état d'urgence et au premier jour du deuil national. Les condamnations de l'attaque terroriste du vendredi dernier contre le Radisson Blu Hôtel de Bamako avec ses 22 tués se poursuivent encore. D'abord, à l'international, la solidarité ne faiblit point. Nous avons déjà enregistré, comme vous l'avez suivi dans notre édition, des invités des chefs d'État et des visites de chefs d'État et de plusieurs autres personnalités ici à Bamako. Ce soir, côté réaction, elles sont encore très nombreuses. Le roi du Maroc, Mohamed VI, qui dit ceci: j'ai appris avec tristesse la nouvelle de l'attaque terroriste lâche et abjecte qui a visé l'hôtel Radisson de Bamako. En cette douloureuse circonstance, je vous présente ainsi qu'aux familles des victimes et au peuple malien frère mes condoléances les plus attristées. Aux blessés, j'adresse mes souhaits sincères de prompt rétablissement. Je tiens également à condamner avec la plus grande fermeté cet odieux attentat et à vous assurer de la profonde solidarité et du soutien constant du Royaume du Maroc dans la lutte que votre pays frère mène contre le terrorisme. Et je suis persuadé que le peuple malien continuera sous votre autorité, Monsieur le Président de la République du Mali, à combattre avec courage toutes les actions terroristes et à œuvrer avec détermination à la consolidation de la paix et de la stabilité. Le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, qui exprime sa solidarité et sa compassion au gouvernement et au peuple du Mali, réaffirme sa condamnation des actes odieux rejetés par toutes les lois et toutes les valeurs humaines. La Turquie condamne fermement et avec véhémence l'attaque terroriste perpétrée contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako, soutient la République du Mali dans sa lutte contre le terrorisme. Le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, condamne cet acte odieux, réaffirme son engagement et celui de son peuple auprès du Mali pour la consolidation de la paix, de la stabilité et dans sa croisade contre le terrorisme sous toutes ses formes. L'Organisation de la coopération islamique, OCI, condamne fermement le raid mené par des terroristes sur l'hôtel Radisson Blu de Bamako et la prise en otage de ses occupants, l'OCI, qui également félicite les autorités pour leur réaction rapide et professionnelle à mettre fin à cette situation. Le Fonds mondial pour l'engagement de la communauté et la résilience, Gold Global Community Engagement and Resilience Fund, le GCERF, exprime ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple malien. À New York, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU condamnent avec la plus grande fermeté l'attaque terroriste atroce perpétrée à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Les membres du Conseil de sécurité rappellent aux États qu'ils devraient veiller à ce que les mesures de lutte contre le terrorisme soient conformes aux obligations que leur faisait le droit international, en particulier le droit international des droits de l'homme, le droit international des réfugiés et le droit international humanitaire. Le ministre canadien des Affaires étrangères, Stéphane Dion, et la ministre du Développement international et de la francophonie, Marie-Claude Bibeau, disent ceci: nous sommes profondément préoccupés par l'attaque de l'hôtel Radisson Blu de Bamako. De tels actes de violence aveugle contre des civils innocents sont inacceptables et doivent être condamnés. Et dans ce message, le Canada indique que tous les Canadiens identifiés comme se trouvant à cet hôtel sont sains et saufs et qui leur apportent une assistance et que le gouvernement du Canada travaille avec le personnel de son ambassade ici et avec ses alliés afin d'assurer la sécurité des Canadiens. Le gouvernement canadien d'ajouter que les Canadiens qui souhaitent vérifier si leurs familles à Bamako ici sont en sécurité peuvent communiquer avec le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence d'affaires étrangères, commerce et développement Canada en tout temps au 613 996 88 85 ou au 1 800 387 31 24. L'appel c'est sans frais, indique le communiqué. Un courriel peut également être envoyé à l'adresse sos@international.gc.ca.
Condamnation aussi multiple ici au Mali suite à l'attaque barbare du vendredi 20 novembre 2015 au Radisson Blu Hotel. Tous condamnent avec énergie cet acte inhumain mené par des individus qu'ils qualifient d'assoiffés de sang, sans foi ni loi. Ces réactions émanent du Parti du Renouveau démocratique et du Travail PRDT, du Parti humaniste Adama Dieng-Tom, du Rassemblement pour le développement et la solidarité, le RDS, du Parti socialiste, le PS, de l'Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba, du syndicat libre du secteur de l'énergie au Mali, DDM SA, de la section RPM de France, de l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des étudiants et élèves du Mali, AMSUNEM, de l'association des élèves étudiants et stagiaires tchadiens au Mali, de l'Union pour la République et la démocratie URD, du cadre de concertation des femmes des partis politiques, des mouvements africains de la convergence, de la cosmogénèse, l'humanité, MACO international, de la Ligue des prédicateurs du Mali, de l'association des ressortissants de l'ERI à Bamako, de la Fédération syndicale des travailleurs du Mali, du Parti pour le développement économique et la solidarité, le PDS, de l'association de la cellule des sans-voix du mouvement Mali Convergence, des initiatives pour le changement, MCIC, du Conseil communal de la société civile de la commune 4 du district de Bamako, de la coordination des associations et ONG féminines, la CAFO, de l'amicale des anciens du service national des jeunes, AMA, SNJ, de la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, de la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique, l'imama, du maire du district de Bamako. Bamako, capitale meurtrie par cette tragédie face à laquelle le peuple reste tout de même debout. Le maire de Bamako, Adama Sangari, qui demande aux populations de dénoncer tout comportement suspect afin d'aider les forces de sécurité à maîtriser la situation. Nyanya Alou Traoré, voilà les réactions de solidarité, de compassion que nous avons enregistrées aujourd'hui à la rédaction de Mali Actualité. Bonne suite du journal. Que la paix soit avec nous. Merci Ibrahim Djambélé. Amen. Un renforcement de la sécurisation dans la capitale et ses environs depuis quelque temps par les forces de sécurité du Mali. Notre équipe de reportage dirigée par Daouda Sidiki Diarra a suivi hier soir sur la rive droite des éléments du commissariat de police du 10e arrondissement en patrouille. Suivons son reportage. Cette patrouille de grande envergure intervient juste après la prise d'otage du vendredi dernier à l'hôtel Radisson. Des centaines d'éléments de différents commissariats de police, des brigades spécialisées de la gendarmerie et anticriminalité ainsi que de la garde nationale ont sillonné ce dimanche soir les 4 secteurs de sécurité du district de Bamako avec des objectifs bien précis, sécuriser les personnes et leurs biens. D'interpeller tous les suspects, de fouiller tous les véhicules suspects, une fouille systématique, contrôler les identités. C'est à 23h30 que cette patrouille a démarré direction les Nikrimougènes de Nyamakoro, après la bretelle qui mène à Siragoro Megetana. Mais avant d'atteindre ce point, des fouilles ont été opérées. On est devant le dépôt de carburant, précisément au NAP, un lieu stratégique qui relève de notre compétence. Donc on a la charge de veiller sur ces installations. Les consignes nous ont été données par la RAJ. Nous sommes au carrefour de Sirakoro Megetana, une zone non éclairée qui constitue le nid des braqueurs et autres bandits de tout Akabi. Les populations apprécient le travail de ces hommes. Avec la situation qui est là actuellement, vraiment il faut que le contrôle soit vraiment sévère. Parce que ce qu'on vient de voir avant-hier, ça ne nous honore pas. Je suis vraiment ravi de cela parce que ça renforce beaucoup notre sécurité. La patrouille s'est engouffrée dans l'obscurité à la recherche de malfrats dans la zone déguerpie de l'aéroport. Au même moment, des éléments des forces de sécurité s'affairaient sur la rive gauche du fleuve. L'opération a duré de 22h à 6h du matin. Elle n'a enregistré aucun incident majeur, hormis quelques cas de défaut de port de pièces d'identité. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, accompagné par son collègue de la sécurité intérieure, était ce matin au centre de surveillance. Le centre piloté par des experts chinois est conçu dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Pour plus de détails sur ce centre, écoutons le ministre Shogel Kokala Maïga au micro de Fademba Keïta.
Ce centre a été réalisé dans le cadre de la politique gouvernementale de vulgarisation de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'ensemble des secteurs de la vie nationale. Le téléphone, Internet, mais aussi pour les besoins de sécurisation de notre population. Et ça, c'est un centre de vidéosurveillance qui a été élaboré, qui va être mis à partir d'aujourd'hui à la disposition des services compétents de l'État, afin qu'ils puissent faire leur travail et que les technologies de l'information et de la communication puissent être utilisées non seulement au quotidien des citoyens, mais aussi que les différents compartiments de l'État puissent s'en servir pour renforcer leur outil de travail pour la sécurisation des Maliens. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade. Ceux qui sont chargés de son exploitation savent ce qu'ils doivent faire ici pour l'intérêt des Maliens, pour la sécurité des Maliens. Et à partir d'aujourd'hui, il y aura un acte officiel de transmission de tout cet arsenal-là au ministère de la Sécurité et aux autres services compétents de l'État afin qu'ils puissent faire leur travail. Et nous avons ce communiqué du ministère de l'administration territoriale dans le cadre de la convocation du collège électoral relative à l'élection législative partielle dans la circonscription électorale d'Ansongo. Le ministre de l'administration territoriale convie les représentants des partis politiques à une réunion d'information le demain, mardi 24 novembre 2015 à partir de 9h30 précises dans la salle de conférence du département. Compte tenu de l'importance de la réunion, la présence effective de tous est vivement souhaitée. La première dame a inauguré ce matin le centre manuel de Bamako Kourassise à l'école Mamadou Konaté sur proposition de l'ONG Agir, dont la première dame en est la présidente. Ce centre a été rénové par le ministère de la formation professionnelle à travers l'APEJ et le FAFPA. Keita Aminata Maïga a également visité les nouvelles latrines construites par l'ONG Agir et celles rénovées. On fait le point avec Sira Bachili. C'est un centre New Look avec le matériel qu'il faut qui vient d'être inauguré par la première dame et mis à la disposition des élèves. Le centre manuel de Bamako Kouras, situé dans l'enceinte de l'école Mamadou Konaté, était dans un état de dégradation avancée. La présidente de l'ONG Agir a donc attiré l'attention du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne pour la réhabilitation de ce centre. La pêche et le FAFPA sont donc intervenus. La PEJ s'est occupée de la réhabilitation des bâtiments pour un montant de 42 millions de francs CFA et le FAFPA s'est occupé de l'équipement de ce centre-là pour 92 millions. Le FAFPA a fait quelque chose aussi d'important parce que le FAFPA en a profité pour donner à ce petit centre-là l'habilitation. Ce qui signifie que pour l'entretien de leurs équipements, ils peuvent bénéficier de petits contrats pour faire de la formation. Ils ont des ressources qui leur permettent effectivement d'entretenir les équipements. Pour une formation professionnelle de qualité dans un cadre de vie sain, l'ONG Agir de la Première Dame a construit 5 nouvelles latrines, rénové 34 toilettes pour les élèves et 14 pour les enseignants. Le coût total est estimé à plus de 15 millions de francs CFA. C'est la base du développement. L'école est dans un état tel qu'il faut s'y intéresser, qu'il faut réhabiliter l'école. Cette réhabilitation ne peut pas se faire sans le concours de tout le monde. Pourquoi Mamadou Konaté? C'est un groupe scolaire de 10 écoles. Il porte le nom d'un grand homme du Mali. Le premier président du Mali a fait ses cours, son école ici. Je pense que c'est normal que je commence par Mamadou Konaté. Moi, je pense que s'il y a un exemple, beaucoup d'écoles vont vouloir faire la même chose. Ils vont chercher des financements pour réhabiliter les écoles. Mais il faut que les comités de gestion des écoles se sentent engagés. Mais il faut que l'école retrouve vraiment son objectif d'école. Les toilettes visitées ont été équipées avec 36 urinoirs et du matériel d'assainissement. Il revient maintenant aux usagers d'en prendre soin. J'ai dit à Mamadou Konaté, je le répète, qu'il faut qu'il prenne soin de ces structures, de ces équipements. Je sais que ce n'est pas facile, c'est notre grande faiblesse dans le pays. On nous donne un joyau, 2 mois après, c'est comme si on ne nous a rien donné. Pourquoi? Ça ne demande pas de l'argent, c'est une volonté de vouloir conserver. Le centre manuel de Bamako Koura forme les enfants en menuiserie bois, en construction métallique, en coupe-couture, en maroquinerie et en cuisine.
Un important projet pour la connexion énergétique vient d'être signé entre le gouvernement du Mali et la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Il s'agit du financement partiel de la construction de la liaison Sikasso-Bougouni-Bamako. Ce projet est cofinancé à hauteur de plus de 80 milliards et demi de francs CFA par la BIDC, le Mali et l'Inde. Sa réalisation permettra d'accroître la capacité de transit du système de transport d'énergie électrique dans le cadre de l'interconnexion Ghana-Burkina-Mali. Khalifa Namatraoré, reportage. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO appuie le Mali dans sa politique énergétique. L'accord de prêt et la convention de bonification du taux d'intérêt du prêt signé par le ministre de l'économie et des finances et le président du conseil d'administration de la BIDC portent sur le financement partiel du projet de construction de la liaison 225 kV Sikasso-Bamako en passant par Bougouni et Sanankoroba. Un projet d'une importance capitale pour le Mali puisqu'il permettra à notre pays d'accroître sa capacité de transit du système de transport d'énergie. C'est là dans le cadre de l'interconnexion avec certains pays de la sous-région. Le projet vise à 1. Satisfaire la demande d'énergie électrique de plus en plus croissant au Mali et particulièrement dans les capitales Bamako à un rapport qualité-prix compétitif. 2. Renforcer les capacités de transit du système interconnecté de la société EDM SA. 3. Contribuer à la réduction des déséquilibres financiers du secteur par l'arrêt des petites centrales thermiques dont les coûts de production sont très élevés. Le cofinancement du projet d'un coût total de 161 millions de dollars US, soit 80 milliards de francs CFA, est assuré par le gouvernement indien à travers Exim Bank à hauteur de 62%, la BIDC pour 31% et le gouvernement de la République du Mali qui contribue à environ 7 milliards de francs CFA. Je tiens à vous exprimer toute notre reconnaissance et nos sincères remerciements pour les immenses efforts que la banque a déployés pour porter son financement du coût total du projet de 30 millions initialement à 50 millions de dollars américains, mais aussi pour avoir négocié et obtenu auprès de la commission de la CEDEAO la bonification du taux d'intérêt de 2,75 à 1,75. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau apprécie à juste valeur cette contribution de la BIDC qui s'inscrit en parfaite harmonie avec la politique énergétique du Mali. Un tel projet permet au Mali de résoudre un grand nombre de problèmes, notamment la capacité d'évacuation de la ligne. Nous allons bénéficier de l'interconnexion avec le Ghana, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, dont nous pouvons recevoir de l'énergie à faible coût en provenant de tous ces pays-là. Le projet nous permettra aussi d'intensifier l'électrification rurale des localités comme Niana, comme Kolondjeba et beaucoup d'autres qui se trouvent sur les tracés de cette ligne-là seront électrifiés. Et nous allons arrêter les centrales thermiques de production qui ont un coût très élevé. La partie malienne rassure ses partenaires, elle prendra toutes les dispositions utiles pour la mise en œuvre du projet. À quelques jours du sommet sur le climat à Paris, la COP21, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, à travers l'Agence pour les énergies renouvelables, a tenu à Bamako un forum sur les énergies renouvelables, thème de la rencontre, une transition pour l'atténuation du changement climatique au Mali. Adibou Koulibaly. Le forum sur les énergies renouvelables s'inscrit en droite ligne de la stratégie nationale pour le développement des énergies renouvelables que le gouvernement a envisagé de mettre en œuvre depuis plusieurs années. Ce forum permettra aux participants d'avoir des outils pour la conférence climat qui doit se tenir bientôt à Paris. C'est pour montrer les potentialités du Mali en ressources d'énergie renouvelable et faire l'état de lieu des réalisations, ce qui se fait au Mali. Le Mali dispose d'une énergie renouvelable énorme pour satisfaire tous les besoins de notre pays. C'est pourquoi nous avons décidé de procéder à cette transition énergétique vers ces énergies. Toutes ces dispositions mises ensemble permettront au Mali d'inverser son mix énergétique et de mettre à la disposition des Maliens une énergie propre et à faible coût
et conforter le développement de notre économie. Les facilitations de financement des projets d'énergie renouvelable dans le cadre de l'atténuation des effets du changement climatique, la synthèse de la législation dans le domaine de l'énergie, les nouvelles mesures incitatives pour booster le sous-secteur énergie renouvelable sont entre autres thématiques qui sont développées au cours des 2 jours du forum. Aujourd'hui, l'Afrique peut aller au même niveau et en utilisant la même source énergétique que les pays dits pays riches et même prendre le leadership, car pour les autres pays riches, il s'agit de faire une reconversion énergétique, mais pour l'Afrique, il s'agit de faire une installation, un nouveau système énergétique en adoptant ce joyau technologique. Au sortir de ce forum, les promoteurs, les utilisateurs, les fournisseurs, les sociétés immobilières, les collectivités territoriales, les ONG et les cadres des ministères de l'Habitat, de la Santé, de l'Environnement et du Développement durable devront réfléchir ensemble sur la direction que notre pays doit prendre dans les années à venir pour que l'atténuation du changement climatique se matérialise. Une manière aussi pour que cette atténuation entraîne avec elle un développement socio-économique durable au Mali. Toujours avec l'ONG Mali Folk Center qui a organisé à Bougouni un forum sur la gestion durable des ressources forestières face aux effets du changement climatique. Adama Koulibaly nous en parle. Les responsables de l'ONG Mali Folk Center travaillent depuis plus de 10 ans avec les populations vivant dans les zones où le couvert végétal est important. Aujourd'hui, là où il y a l'abondance des ressources naturelles, beaucoup de gens pensent qu'elles n'arriveront jamais à leur fin et que c'est des ressources interminables. Et donc ça, c'est le grand problème. Et pendant ce temps, il y a une exploitation abusive et que les ressources que nous avons sont très limitées. Dans ces zones, très peu de Maliens même savent que le Mali est à 2/3, sinon plus de 2/3 couverts par le Sahara. Plusieurs de ces zones font partie de la 3e région Sikasso. Il s'agit des réserves de faune de Djalakoro et Nyenendougou dans le cercle de Bougouni et celle de Djankumerila et de Djinetou Manina dans le cercle de Yanfolila. Aujourd'hui, ces réserves sont soumises à toute forme d'exploitation. Aujourd'hui, les questions posées par l'ONG Mali Folk Center et ses partenaires sont entre autres comment promouvoir des modes d'exploitation compatibles avec les stratégies de protection de l'environnement. Ces stratégies doivent être définies par qui? Stratégies définies entre qui et qui elles seront partagées. Ce sont des sujets de débat organisés entre l'ONG Mali Folk Center et ses différents partenaires. Quand la pauvreté arrive, on doit puiser dans les ressources naturelles pour pouvoir vraiment subvenir à ses besoins. Et quand on détruit ces ressources naturelles et quand on tombe dans la pauvreté, on risque d'être dans un cercle infernal. Les débats porteront sur la dégradation des ressources naturelles, les contraintes sur l'agriculture, les ressources en eau, sur les forêts. Quelle politique naturelle mise en place et les conventions locales pour réduire les activités de destruction environnementale. Ce déplacement de l'Union panafricaine de la jeunesse au siège de l'Union africaine à Addis Abeba avec la présidente de l'Union africaine, les échanges ont porté sur plusieurs sujets de coopération dont l'appui éventuel de l'Union africaine à l'Union panafricaine de la jeunesse. Ensuite, le secrétaire général de l'Union panafricaine de la jeunesse s'est rendu en Guinée équatoriale où il a échangé avec les autorités sur des sujets relatifs à la promotion de son organisation. Le commentaire est signé Mamoudou Sidibé. Au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, la présidente de l'institution a reçu l'Union panafricaine de la jeunesse. Avec le docteur Ngozazana Dlamini Djouma, il a été question de la signature d'un protocole d'accord entre l'Union africaine et l'Union panafricaine de la jeunesse. Le protocole de la signature doit définir le statut de l'Union panafricaine de la jeunesse auprès de l'Union africaine. Cette signature sera apposée en fin de ce mois de novembre. Au cours de cette audience, il a été décidé de la co-organisation de la journée africaine de la jeunesse célébrée chaque 1er novembre et l'organisation du 10e anniversaire de la charte africaine de la jeunesse prévue à Banjul en mai 2016. L'accord, une fois signé, permettra à l'Union panafricaine de bénéficier d'assistance technique et financière de l'Union africaine. Après cette rencontre, le secrétaire général de l'Union panafricaine de la jeunesse a effectué une visite officielle en Guinée équatoriale. À Malabo, le secrétaire général a été successivement reçu par le directeur de l'Afrique et de l'Asie et celui chargé des organismes internationaux au ministère des
des Affaires étrangères. Ensuite, Souleymane Satigui Sidibé a été l'hôte du ministre équato-guinéen de la Jeunesse et des Sports. Avec ce dernier, les échanges ont porté sur l'ouverture d'un siège de l'Union à Malabo au compte de l'Afrique centrale. L'organisation d'un forum panafricain de la jeunesse sur l'entrepreneuriat à Malabo en mars prochain. Ils ont ensuite envisagé la création d'un Conseil national de la jeunesse en Guinée équatoriale. En 5e région, le Bureau national de l'Union des jeunes du Parti Rassemblement pour le Mali a organisé ce samedi à Badiangara une cérémonie de recueillement à la mémoire des victimes de la prise d'otage de l'hôtel Radisson de Bamako. Moustapha Doumbia, correspondance. Ils étaient venus à Bandiagara pour la conférence régionale de section des jeunes du Parti Rassemblement pour le Mali. Ils, ce sont les membres du Bureau national de l'Union des jeunes du RPM et les jeunes des 8 cercles de la région de Mopti. 24 heures seulement avant cette rencontre, l'hôtel Radisson de Bamako est pris en otage. C'est pourquoi les jeunes du Rassemblement pour le Mali ont décidé de donner un autre sens à leur rencontre. Nous nous sommes dit qu'au lieu d'organiser une activité politique, nous allons plutôt organiser une cérémonie de recueillement. Envie vraiment de prier pour le repos de l'âme des disparus. Nous pensons aujourd'hui que ce qui est en train de se passer ne doit aucunement nous empêcher de bouger. Le Bureau national de l'Union des jeunes du Rassemblement pour le Mali a également rendu visite aux autorités administratives, religieuses et coutumières de Bandiagara. La délégation a également présenté ses condoléances à la famille d'un ressortissant de Bandiagara décédé lors de la prise d'otage à Bamako. Chacune des personnalités rencontrées a fait des bénédictions pour la paix et la stabilité. Il s'agit là d'inviter vraiment les autorités, en tout cas, à tout mettre en œuvre pour que la population ne perde pas le moral. Comme on le dit, quand on meurt d'abord psychologiquement avant d'être achevé physiquement. Donc on doit avoir un mental de fer. Le préfet du cercle de Bandiagara a quant à lui témoigné l'engagement des autorités administratives à accompagner tous les efforts dans le sens de la paix et de la sécurité. Une mission d'information et de sensibilisation des éleveurs et agro-éleveurs vient de séjourner à Caille. Objectif, échanger avec les agro-éleveurs afin de promouvoir l'insémination artificielle. Mamadou Alioubari, reportage. La présente mission d'information et de sensibilisation des éleveurs et agro-éleveurs des bassins de production de Djema, Nyoro du Sahel et Caille s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du volet pastoral et de la campagne agricole en cours 2015-2016. L'objectif de cette mission est de promouvoir l'insémination artificielle qui constitue un challenge prioritaire pour le ministère en charge du développement rural. L'appel que j'ai à lancer, c'est d'inviter tous les éleveurs à pratiquer l'insémination artificielle, qui est un secteur qui est porteur pour le moment. Il ressort de cette rencontre d'échange que notre pays dépense annuellement environ 20 milliards de francs CFA pour l'importation des produits laitiers. Cette nouvelle vision des plus hautes autorités se justifie à travers les raisons qui sont ainsi que suit. D'abord, le faible potentiel génétique de nos races locales, nonobstant leur importance numérique. Et ensuite, l'aménagement progressif des pâturages naturels grâce à la progression de la démographie et les effets du changement climatique. La mission a visité le parc d'un agro-éleveur de référence Al-Kaoutouré qui pratique l'insémination artificielle. Il a des vaches qui produisent plus de 28 litres de lait par jour. 5e édition de la course pour la survie de l'enfant. Le stade Babemba Traoré du Sikassou a abrité ce vendredi l'événement par la pratique du sport. Les enfants veulent lancer une invite aux décideurs pour plus d'engagement en vue de réduire la mortalité des enfants d'ici 2030. L'événement initié par Save Children et partenaires était présidé par le ministre des Sports représentant la marraine Keita Aminata Maïga, première dame du Mali. Le compte rendu de Sekou Kounati. La présente course qui met en compétition les enfants de plus de 21 pays à travers le monde se veut une invite de la jeunesse aux décideurs
face au défi de la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Les statistiques officielles au niveau national sont parlantes. Ce sont au moins 25 000 nouveau-nés et 100 000 enfants de moins de 5 ans qui continuent de mourir chaque année selon la dernière enquête EDS de 2012-2013. Il devient donc urgent de presser le pas pour inverser cette tendance et Save the Children a des pistes. C'est d'abord pour nous l'adoption de la politique nationale du financement de la politique de la santé 2014-2023 pour rendre effective la couverture maladie universelle d'ici 2018. La marraine dont la voix est portée ici par le ministre des Sports de lancer des invites à l'ensemble des acteurs pour apporter une réponse à l'appel de la jeunesse. Aux communautés à la base, la première dame exhorte à croire et surtout à suivre les conseils que leur prodiguent les professionnels de la santé en fréquentant davantage les centres de santé et en vaccinant complètement leurs enfants. Au gouvernement, la première dame demande la généralisation du tiers payant pour assurer l'accès aux soins de l'ensemble de la population. La survie de nos enfants est tout simplement une question de survie collective. Sur le terrain, 84 élèves de 11 à 13 ans lancent alors le relais sur plus de 10 000 mètres. Une course très enlevée pour établir le meilleur chrono. Et l'équipe rouge boucle le circuit en 26 minutes 42 secondes. Un exemple que les décideurs doivent suivre. Remise de tricycle à 2 handicapés, attestation aux compétiteurs. Pèlerinage de Kita, 44e du genre, c'était samedi et dimanche. Des milliers de pèlerins ont fait le déplacement pendant 2 jours. Les pèlerins ont fait beaucoup de prières. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux à Kita, Youssouf Diarra, Ibrahima Konaté et Isaac Tchenou. Ils sont des milliers de pèlerins à avoir rallié Kita, moment important pour le chrétien catholique. À un moment donné, nous nous disons que non, ma foi, là, il faut que je l'exprime de cette façon-là. Donc, je prends la route et je m'achemine vers ce lieu. Souvent, ce sont des lieux saints. Parfois, ça peut être des lieux d'apparition où, ensemble, la communauté va redire sa foi en Dieu. Dire son espérance aussi et se confier pour que l'avenir soit meilleur. Le thème cette année est Marie notre Mère, aide-nous à vivre en frères et sœurs. Un thème que le diocèse de Ségou, animateur de ce pèlerinage, n'a pas manqué de développer à travers les représentations théâtrales à la colline mariale. Une invite au pardon et à la paix. Ce thème est un rappel à vivre en vérité la fraternité, à vivre en vérité, je peux dire, la convivialité. C'est vraiment le thème là, c'est le support du vivre ensemble. Le pèlerinage de Kita est sans doute la plus grande célébration liturgique dans l'église catholique au Mali. Le peuple de Dieu, au cours de la messe au sanctuaire de Kita, a prié et loué le Seigneur. Monseigneur Augustin Traoré, évêque de Ségou, dans son homélie, a invité à l'amour pour son prochain. Dieu, notre Père, nous enjoint avec force de ne pas faire du mal à nos frères, de ne pas tuer. Les commandements de Dieu ne semblent pas avoir d'impact sur la mentalité des hommes d'aujourd'hui. La haine peut dominer le cœur de l'homme jusqu'à l'amener à supprimer son semblable. Et cela, nous le voyons de multiples façons. On tue par les armes, on frappe, on blesse, on injurie, on menace de coups et de mort. Si un homme méprise son semblable, il méprise et renie Dieu lui-même et il nie par là sa propre existence. Être uni au Seigneur Jésus dans l'Eucharistie, à l'Église,
et au dehors, mépriser ses frères, mépriser ses sœurs, c'est renier le chemin de fraternité de Jésus. Le ministre des Affaires religieuses et du culte, celui de la santé et de l'hygiène publique et plusieurs autres personnalités ont pris part à l'événement. Le président de la République, El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta, me dit de vous transmettre ses réconforts, car par ce pèlerinage, nous avons eu à faire une certaine lecture. J'étais un lundi matin en train d'accompagner des pèlerins Katikita à pied. Alors, l'on s'est rendu compte que durant tout ce processus, c'est des familles maliennes, des familles musulmanes qui les accueillent, qui leur donnent à manger, à boire, de l'eau chaude pour se laver. Et aujourd'hui, le Mali donne l'exemple de cela. Des milliers, des siècles et des siècles, comme ça a été dit, cela se réalise. C'est la communauté musulmane qui ouvre ses portes pour accueillir la communauté chrétienne. Et c'est ce que nous cherchons dans ce pays. Au cours de ce pèlerinage, la prière pour un Mali de paix était au cœur des intentions de prière. Plus de 230 leaders religieux de Gao, Tombouctou et Kidal s'y sont réunis à Gao pour parler de paix et de cohésion sociale. Durant 2 jours, ces imams et érudits ont débattu des questions liées au rôle de la religion, la consolidation du tissu social de Gao. Le reportage de Drissa Kouni. Les leaders religieux des 3 régions du nord du Mali vont en rang serré pour la construction de la paix et de la cohésion sociale. Ils sont 230, dont 12 de Tombouctou et 25 de Kidal, à prendre part à ce forum organisé par le consortium des ONG Grep Tassag. Chacun de ces éléments, là où ils sont, draine derrière lui une grande partie des communautés. Donc c'est eux la porte d'entrée pour ramener les gens à la raison, à la cohésion, à la tolérance. C'est une grande joie de me retrouver aujourd'hui avec mes camarades de Gao et Tombouctou dans le cadre de la paix. Et surtout, aujourd'hui, c'est la paix qui est demandée. Les activités ont concerné 9 thèmes, à savoir le caractère sacré de la vie humaine, la paix dans l'islam, l'unité nationale, comment bannir les excès, provocations, violences, brutalités et injures, la cohésion sociale, le pardon et le vivre ensemble, le voisinage, droits et devoirs des gouvernés envers les gouvernants selon les préceptes religieux, les mécanismes traditionnels, moyens privilégiés de prévention et gestion des conflits intra- et intercommunautaires et enfin les liens sociaux, facteurs de paix et de stabilité. La rencontre est financée à hauteur de 30 millions de francs CFA par l'aide de l'église norvégienne AEN. En me référant à notre slogan, la foi en action, nous sommes convaincus que les chefs religieux ont la possibilité d'apporter une contribution véritablement importante à la paix et à la réconciliation dans notre pays. C'est pourquoi l'AEN a soutenu cette initiative du consortium Grep Tassag. La mission de l'islam, c'est ça. L'islam, c'est une religion de tolérance, une religion d'acceptation de l'autre, une religion qui fait que les gens doivent s'accepter entre eux, une religion d'amour surtout. Ce forum est une première action forte de tous les leaders religieux du nord du Mali post-crise qui a pris fin par une grande prière collective en faveur de la paix dans les 32 mosquées de la cité des Askia. Ismaïla Konaté n'est plus. Il est décédé hier des suites d'une longue maladie à Tunis. Il a été enterré cet après-midi au cimetière de Niamakoro, qui est l'homme. Il est membre fondateur de l'Union malienne des aveugles et de beaucoup de structures de la société civile. Et c'est lui qui a parrainé cette année le mois de la solidarité. Il a été élevé au cours de ses obsèques par le président de la République au grade de grand officier de l'Ordre national du Mali. Suivez la cérémonie de décoration et le président de la République s'est confié à notre micro par rapport à cette grande perte et des propos recueillis par Modibo Mariko. J'ai servi la patrie malienne avec honneur et dignité, le genre humain avec conviction profonde, toute l'humanité. C'est en raison de cela qu'en vertu des pouvoirs qui sont miens aujourd'hui,
grand maître des ordres nationaux du Mali, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'ordre national du Mali. Rarement, une distinction aurait été méritée. Cet homme était multidimensionnel. Chacun en a dit un pan. Pour ma part, je retiens que c'est un grand fils du Mali qui est parti aujourd'hui, un grand patriote, un grand militant de l'humanitaire, un homme généreux, je l'ai dit, un homme de bien. Et je voudrais vraiment ne pas aller au-delà de ça. Homme de bien, il fut. Homme de générosité, il fut. Au service des autres et de l'humanité, il fut. Tel était Ismaël Konaté. Chacun de nous a mille raisons de le pleurer. Mais je souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille parmi les bienheureux. Qu'il le couvre sa grâce. Et qu'il nous fasse le bénéfice de son expérience pour que chaque jour nous nous améliorions à l'aune de ses enseignements. Tonton dort en paix. Que son âme repose en paix. Amen. Et dans nos éditions de demain, nous allons revenir plus en détail sur cette cérémonie funéraire. Fin de ce journal. Demain à 10h, 13h, Rachel Tessougué et moi, j'espère, je vous retrouve pour les éditions du soir. Merci à nos téléspectateurs du Burkina Faso et du Bénin. Bonsoir à tous.